C'était il y a 2 ans, le vendredi 9 septembre 2016. Georgette Bonnet, une retraitée de 79 ans, se rend au pied de la station de Supercollet dans l'Isère. Elle n'imagine pas une seule seconde ce qui l'attend. Georgette Bonnet est venue seule pour se promener comme elle en a l'habitude. Mais ce jour-là, Georgette Bonnet s'est comme évaporée. Personne ne la reverra. Aurait-elle fait une mauvaise rencontre? Ou est-ce un accident? À l'époque, cette disparition est passée totalement inaperçue. Seulement 1 an plus tard, une autre disparition va changer la donne. Nous sommes à Pont-de-Beauvoisin, le 26 août 2017, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où a disparu la vieille dame. Un mariage bat son plein. Personne ne remarque qu'un intrus s'est immiscé dans la fête et qu'il s'intéresse étrangement à une petite fille de 8 ans et demi, Maëlys. À 3 h du matin, l'enfant disparaît. Maëlys, Georgette Bonnet, a priori aucun lien entre ces 2 événements. Pourtant, derrière ces 2 disparitions, nous avons découvert un scandale d'une ampleur insoupçonnée. En réalité, avant Maëlys, ce sont 29 personnes qui ont disparu dans les Alpes entre 2007 et 2017. Évaporées dans la nature sans qu'aucune enquête, ou presque, n'ait cherché à comprendre ce qui leur était arrivé. Or, ce soir, vous allez découvrir qu'un seul et même homme pourrait être derrière certaines de ces disparitions, Nordal Lelandais, le tueur présumé de la petite Maëlys. Alors, nous avons repris les dossiers de chacun de ces disparus, interrogé les meilleurs experts, trouvé des témoins qui jusqu'à présent n'avaient jamais parlé. J'ai eu peur, très peur, parce que je pensais que c'était un prédateur et j'étais sa proie. Je montais en voiture avec lui et après il voulait du sexe et voilà quoi. Si c'est un prédateur, un manipulateur, elle a très bien pu se faire amie avec Nordal Lelandais. Bien sûr qu'on voudrait qu'il parle. Oh là là. Il sait que les gendarmes n'ont pas de preuves contre lui. Il ne dit rien. Et ça marche. Si on avait réagi plus vite, on aurait effectivement mis à l'abri des futurs disparus. De telles enquêtes sont des impostures. Ce soir, nous allons vous révéler pourquoi la justice aurait probablement pu arrêter Nordal Lelandais beaucoup plus tôt. Ainsi, Maëlys n'aurait jamais croisé sa route. Ma fille du haut de ses 9 ans leur a mis un assassin et un monstre en prison. Notre contre-enquête commence ici, à Pont-de-Beauvoisin, dans l'Isère, au pied des Alpes. Là où la petite Maëlys a été enlevée par Nordal Lelandais pendant un mariage le 26 août 2017. Et en reconstituant cette journée, nous avons découvert de nombreux éléments qui peuvent laisser penser que l'homme avait préparé son crime minutieusement.
là, il y avait une tonnelle ici de ce côté-là, il y avait pas mal de décorations, de guirlandes. On s'était dit, ah bah ça va être sympa comme mariage, il y a des jolies décorations. Donc c'était une ambiance plutôt bon enfant, calme. Les gens discutent, qui se baladent le verre à la main, quelques enfants, tout ce qu'il y a de plus naturel dans une fête de mariage, quoi. Personne n'imagine alors qu'un dangereux prédateur s'est incrusté au mariage et qu'il s'apprête à enlever Maëlys, cette petite fille de 8 ans et demi qui se sert à boire. Quand Nordal Lelandais décide-t-il de s'en prendre à l'enfant? Comment va-t-il tromper la vigilance de tout le monde? C'est la première révélation de notre enquête. Plusieurs éléments nous laissent penser que l'homme avait peut-être prémédité l'enlèvement de l'enfant. C'est un nouveau témoignage, capital, qui nous a mis sur cette piste. 5 jours après la disparition de Maëlys, les gendarmes entendent Ludovic. Il a 34 ans, c'est un des témoins du marié et un ami de Nordal Lelandais. Nous avons eu un accès exclusif à son audition et ce qu'il raconte ce jour-là aux gendarmes éclaire d'un jour nouveau cette soirée. Ludovic explique aux gendarmes que Nordal Lelandais n'a pas assisté au mariage religieux. En revanche, c'est lui qui l'a averti du début du vin d'honneur. Nordal m'a demandé de le prévenir pour qu'il passe à l'apéritif. Je lui ai envoyé un message en sortant de l'église. Lelandais paraît peu au courant du déroulement du mariage. Et pour cause, il n'a jamais été officiellement invité. Il n'a reçu aucun faire-part. Comme nous le révèlent aujourd'hui les parents de Maëlys, cousins du marié, Nordal Lelandais a manœuvré à la dernière minute pour se faire inviter. Une semaine avant le mariage, il a fait un déménagement d'un invité qui lui a dit qu'il était invité au mariage de mon cousin. Et puis lui, après, il a eu le téléphone de mon cousin et qu'il l'a appelé pour savoir s'il pouvait venir à l'apéro. Donc c'était une semaine avant. Puis mon cousin, il a dit bah oui, tu peux venir au vin d'honneur. Et puis voilà, c'est comme ça que... Mais il n'était pas invité au départ, c'est une semaine avant qu'il a décidé ça. Votre cousin, il le connaissait? Oui, c'était... Enfin, il le connaît. C'était une connaissance. Oui, c'était une connaissance. Il était au collège avec lui. Alors, les gens du collège, quand on était au collège, on se rappelle pas de tout le monde. Ah oui, c'était un gars du collège. Ouais, c'est un gars du collège. Mais c'est lui qui appelle pour se faire inviter à l'apéro. Voilà. Pour renouer les contacts et puis qu'il l'invite au final, quoi. Alors qu'il ne connaît quasiment personne, le jour J, Nordal Lelandais apparaît sur cette photo prise au mariage, en t-shirt et bermuda, particulièrement à l'aise. Une stratégie en réalité, qui lui permet de passer inaperçu. Pour mieux cerner l'attitude de Nordal Lelandais au vin d'honneur, nous avons interrogé l'un de ses anciens amis. Il nous assure que Nordal Lelandais se montre ce jour-là dans un état d'excitation qu'il ne lui connaît pas. Il est trop tranquille en fait. Sachant qu'en plus il connaissait personne là-bas, donc tu t'affiches pas devant tout le monde comme ça, avec le verre à la main. C'était arrogant, enfin c'était du genre un peu ce soir c'est moi le boss quoi. Mais il était trop sûr de lui, ça cachait un truc. À ce moment-là, il est environ 18h. Normalement, Nordal Lelandais doit quitter la fête juste après le vin d'honneur. Mais son ami Ludovic veut lui donner l'occasion de revenir au moment du dessert. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il va faire rentrer le loup dans la bergerie. Pendant l'apéritif, des invités sont allés voir Nordal pour savoir s'il avait de la p*** avec lui. Il a dit qu'il n'en avait pas, mais qu'il pouvait aller en chercher et en rapporter. Alors que la fête continue, Nordal Lelandais quitte la salle polyvalente. Nous avons reconstitué son emploi du temps. Et vous allez voir que ce qu'il fait pendant son absence est terrifiant. L'homme agit comme le ferait un dangereux criminel. D'abord,
il prend la direction du domicile de ses parents, où il habite depuis 6 mois. Une fois chez lui, l'analyse de son ordinateur va montrer que Nordal Lelandais consulte des sites pornographiques pendant de longues minutes. Les enfants, voilà qui semble bien être l'une des cibles de Nordal Lelandais. En effet, une semaine jour pour jour avant le mariage, le 19 août, les gendarmes ont réussi à démontrer que Nordal Lelandais a agressé sexuellement sa petite cousine de 6 ans pendant son sommeil. Et pire encore, nous avons fait un rapprochement qui fait froid dans le dos. Car c'est ce même jour, le 19 août, qu'il appelle le marié pour se faire inviter à la fête. On peut se demander s'il planifiait déjà à ce moment-là de s'en prendre à nouveau à un enfant. Lorsque Nordal Lelandais fait son retour au mariage, tout le monde ignore que derrière l'apparence du garçon sympathique en t-shirt pourrait se cacher un froidement calculateur. Ludovic se souvient parfaitement du moment où Nordal Lelandais va revenir à la soirée. Il est à peu près 23h, c'est le moment du gâteau, la fête bat son plein. Et c'est là que Nordal Lelandais va se mettre en condition pour passer à l'acte. Nordal est arrivé au mariage avec de la... Il est allé aux toilettes. Les quelques invités qui voulaient en prendre le suivaient. Il préparait les traits sur son smartphone. À quelle heure ont eu lieu les prises de... Je dirais vers minuit. Une demi-heure environ après son retour. Et peut-être même une seconde fois, un peu plus tard. Pensez-vous que Nordal avait pris de la... pendant la soirée? Je pense que oui. Probablement stimulé par la drogue, Nordal Lelandais aurait ensuite attendu le moment propice pour passer à l'action. À 1h30, lorsque le DJ annonce le départ de la nounou qui s'occupait des enfants, l'homme va se rapprocher de Maëlys. Enfin stratège, Nordal Lelandais manœuvre très habilement, au point que personne ne voit rien venir, pas même la mère de l'enfant. C'était Maëlys en fait qui me dit: est-ce que je peux aller voir les chiens de mon copain? Puis je lui ai demandé, j'étais surprise parce que je me suis dit des chiens à un mariage, je trouvais ça bizarre. Et puis je voulais savoir où ils étaient ces chiens. Et en fait il était dans la salle des fêtes à l'intérieur, il a assis à la table des mariés. Et puis c'était en fait des chiens sur son portable que Maëlys voulait que j'aille voir. Donc du coup je l'ai accompagnée, elle m'a dit bah viens voir. Alors je suis allée avec elle et puis il était assis et là il m'a fait voir les photos de ses chiens. Et après, lui, il a posé la question à Maëlys, savoir si elle avait des chiens. Puis Maëlys, elle lui a répondu qu'elle en avait 3. Après, ça s'est arrêté là. Moi, je suis repartie, puis Maëlys est retournée jouer dans la salle. Sans s'en douter une seule seconde, la maman de Maëlys est tombée dans un piège. Un piège diabolique qui va ensuite permettre à Nordal Lelandais d'enlever la petite sans attirer l'attention. C'est assez machiavélique ce qu'il parvient à faire. Non seulement il manipule cet enfant pour lui faire croire qu'il va l'amener voir ses chiens, mais en plus, en parlant à la maman, il a l'air de valider auprès de cette petite fille que sa maman est d'accord pour qu'elle l'accompagne. C'est ce qu'il va parvenir à faire. Cet enfant de 9 ans, qui ne le connaissait pas auparavant, va monter dans sa voiture en pleine nuit, sans même prévenir ses parents. Et on sait, c'est un détail qui prendra son importance plus tard, mais un des témoins du mariage verra Lelandais demander à la petite fille de sortir par une porte et lui par une autre, comme si déjà à cet instant, Lelandais avait planifié l'enlèvement. Nordal Lelandais n'est pas un amateur, c'est le moins que l'on puisse dire. Après cet épisode,
les parents voient Maëlys pour la dernière fois, vers 2h30 du matin. Elle est venue goûter le gâteau, elle est venue sur mes genoux voir si elle aimait pas le gâteau, donc elle est repartie. Ça n'a pas duré longtemps. Puis elle est venue danser avec moi. À un moment, elle me dit « Ouais, papa, tu peux me porter sur tes épaules ?» Je lui dis « Écoute, ma chérie, je suis fatigué, je vais faire la route. » J'étais fatigué, et puis je lui ai dit « Je peux pas, je suis un peu fatigué, ma chérie. » Je l'ai reposée par terre, et puis c'est là où elle est partie jouer avec ses camarades. Maëlys est-elle vraiment montée de son plein gré dans la voiture de Nordal Lelandais, ou a-t-elle essayé à un moment de lui échapper? À 2h47, le véhicule est filmé par une caméra de vidéosurveillance dans les rues de Pont-de-Beauvoisin. La frêle silhouette de la fillette apparaît aux côtés du conducteur. À ce moment-là, Maëlys a peur. Sans doute vient-elle de réaliser que le gentil propriétaire des chiens est un terrible prédateur. Vous avez vu la vidéo de surveillance, ouais. Avec la voiture qui passe. Et elle n'avait pas sa ceinture, on le voit sur la vidéo de surveillance. Sa ceinture, elle aurait mis sa ceinture. Enfin, il y a plein de choses qui font que sur la vidéo, elle est un peu prostrée sur le côté, contre la portière, comme si elle avait peur. Oui, on a remarqué ça sur la vidéo. Elle est contre la portière. Bien contre la portière, comme une personne qui a peur, qui a eu peur. Oui, qui s'éloigne de lui. Ouais. Donc pour nous, non, c'est sûr qu'elle ne serait jamais montée dans sa voiture d'elle-même. 39 minutes après son départ, Nordal Lelandais revient à la fête. La petite fille n'est plus sur le siège passager. À ce moment-là, l'homme pense rejoindre la soirée comme si de rien n'était. Or, tout le monde cherche la petite fille. Dès lors, Jennifer, sa maman, se jette sur Lelandais. Puisqu'il est l'un des derniers à avoir discuté avec Maëlys, elle lui demande s'il n'a pas vu sa fille. Avec un incroyable sang-froid, il va à nouveau endormir la méfiance de la maman. Et là, effectivement, ma cliente va tomber nez à nez avec cet individu qui va absolument pas s'en déconcerner par l'affaire. Elle va le questionner en lui disant « Mais est-ce que tu as vu Maëlys ?» Et il va répondre « Non, je ne l'ai pas vue. » Il m'a répondu sur un ton désintéressé et puis comme si je me suis demandé pourquoi je lui posais cette question. Ben, moi, je l'ai cru, malheureusement, et puis voilà, tout s'est enchaîné, quoi. Nordal Lelandais a détourné les soupçons, mais il comprend qu'il doit quitter rapidement la soirée. Nous avons eu accès aux déclarations de Ludovic et nous sommes en mesure de vous révéler le plan machiavélique que Lelandais aurait mis en œuvre pour s'échapper. J'étais avec Nordal dehors et il m'a dit « Je vais aux toilettes, je me sens mal ». Comme j'avais envie d'uriner, j'y suis allé aussi. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien à cause du vin. Il est entré aux toilettes et il a fait des bruits comme s'il vomissait. Du coup, je suis sorti. Je n'ai pas uriné. À quoi ressemblaient ces bruits? Des bruits de régurgitation, comme quelqu'un qui essaierait de vomir, mais qui n'y arriverait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ce temps passé dans des toilettes, d'après son camarade, à faire semblant de vomir, pour que justement son camarade pense qu'il est déjà malade? Est-ce que Lelandais n'est pas déjà en train, lui, d'essayer de trouver un stratagème pour pouvoir s'éclipser vite? Parce qu'il a compris, tout le monde l'a compris, que d'une minute à l'autre, les gendarmes vont arriver. Nordal Lelandais quitte le mariage peu avant 4 heures du matin. Plus personne ne le reverra, tout comme la petite Maëlys. Au petit matin, la ville de Pont-de-Beauvoisin est sous le choc. Dans la salle des fêtes, le maire de la commune rencontre les parents et la sœur aînée de Maëlys. Le couple était, avec la fille, était joint sur le trottoir, un petit peu du côté de la sortie, je m'en souviens bien. Sidéré,
La maman était blanche, pâle. Cette pâleur de l'émotion, probablement une nuit blanche, hein, et ce contre-coup, la fête. Et cet événement terrible, ma fille a disparu. C'est inouï, quoi. Quelques heures à peine après le signalement de la disparition de la fillette, les gendarmes déploient les grands moyens pour la retrouver et ne laissent rien au hasard. Tout est fouillé. Les placards, les frigos, tous les recoins, le gymnase d'à côté. La gendarmerie s'organise hein, de son côté. Elle prévoit les chiens renifleurs, elle prévoit un hélicoptère, on demande des renforts qui viennent de Grenoble. Et si vous voulez, cette perplexité anxieuse, cette tension n'a cessé de monter. C'est une affaire qui effectivement a bouleversé la France parce que c'est un enlèvement d'enfants. C'est une petite fille dont la photo est immédiatement tirée, est affichée sur les commerces et tous ceux qui ont des enfants et tous les habitants de la région, et même au-delà naturellement, sont très sensibles à ce type de fait. Je pense que si le souffle c'est la vie, la France entière retenait son souffle. Une petite fille de 8 ans et demi vient d'être enlevée. À ce moment-là, tout le monde imagine qu'il s'agit d'un fait divers isolé. Personne ne fait le lien entre la disparition de cet enfant et les autres disparitions de la région. Pourtant, il y a de nombreux points communs. Le premier, le secteur géographique. Ici, c'est un petit territoire de 50 km de côté. Et dans ce mouchoir de poche, des hommes jeunes, des femmes, des personnes âgées, des randonneurs, plus d'une trentaine de personnes se sont volatilisées purement et simplement en 10 ans. C'est plus que dans n'importe quelle autre région de France. Et il y a encore plus incroyable. En cherchant d'autres liens entre Maëlys et les disparus des Alpes, nous avons levé le voile sur un scandale impensable. Ces 29 femmes et hommes ont disparu dans l'indifférence générale. La plupart du temps, la justice n'a même pas enquêté. Seulement, aujourd'hui, les familles des disparus se réunissent régulièrement. Maintenant que l'affaire Maëlys est connue, elles sont persuadées que Nordal Lelandais pourrait être le prédateur qui rôde dans la région depuis des années. Voici Bernard Poncin. Il est sans nouvelles de sa fille depuis 3 ans, Anne-Charlotte, 30 ans à l'époque. Elle a disparu un matin alors qu'elle partait de chez elle pour un entretien d'embauche. Sophie Raffi cherche son fils depuis 6 ans et demi. Hugo avait 28 ans lorsqu'il est parti de chez lui pour faire un tour, en tongs, sans papier, ni argent ni téléphone. Les sœurs Bouvillain, Dalila et Karima, s'interrogent sur ce qui est arrivé à leur frère Malik, disparu il y a 7 ans, alors qu'il est parti faire son footing quotidien. Il n'est jamais revenu. Et puis, il y a aussi le compagnon de Régis Pic. C'est le 27e sur la liste des 29 disparus des Alpes. Régis ne comprend pas pourquoi la justice n'a pas poussé les investigations. Pourtant, il y avait largement matière. Aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment? Vous avez l'impression qu'on a tout fait ou que... Non. Il y a eu des lacunes, qu'il y a eu des manques dans cette enquête? Il y a vraiment eu des lacunes. Déjà, il a fallu quand même attendre 1 an et demi pour qu'on déclenche enfin une enquête. C'est grâce à, hélas, la mort de la petite Maëlys que tout s'est déclenché et qu'on nous a enfin écoutés, aussi bien moi que les autres familles et tout ça. Mais on a perdu du temps et on en perd encore beaucoup. Éric Forêt et Régis Pic vivaient ensemble. Ils venaient d'emménager dans la Drôme lorsqu'Éric disparaît subitement, sans aucune raison.
C'était le 16 septembre 2016. Eric était bien dans sa tête, il était heureux. Il n'y a aucune raison qu'il se ou qu'il parte ou autre. Il assumait totalement son homosexualité, il était très heureux ici. Et donc, oui, on a vécu une très grande histoire d'amour qui, hélas, n'a pas duré si longtemps. Le plus incompréhensible, c'est qu'Éric Forêt disparaît en plein jour sur une distance de moins d'1,5 km entre chez lui et sa boulangerie. Il est midi environ lorsqu'Éric Forêt se rend compte que le couple n'a plus rien pour déjeuner. Il quitte son compagnon pour faire des courses au village. Eric me dit on n'a rien à manger, je vais vite au Super U parce que la boucherie est fermée, chercher à manger. Il a pris la voiture et il est parti juste avec sa trousse. Il a juste ses lentilles sur les yeux pour la journée. Et puis même pas ses lunettes ni rien alors qu'il est vraiment myope. 70 € en poche, à carte bleue. Au bout d'une trentaine de minutes, Régis Pic s'inquiète de ne pas voir revenir son compagnon. Moi, le voyant pas revenir à 1h moins le quart, 1h, j'ai dit c'est bizarre. Donc j'ai essayé de l'appeler, il répondait pas au téléphone. J'ai commencé à m'inquiéter, j'ai été voir mon voisin qui habite juste ici. Et il m'a dit écoute, on y va vite. Peut-être qu'il a eu un accident ou quelque chose. Et donc on a fait tout le tour, etc. Et aucune trace, rien du tout. Et depuis, rien. Régis Pic se rend à la gendarmerie. Seulement là-bas, les enquêteurs ne croient pas vraiment cette disparition. Ils m'ont dit on peut rien faire avant 48 heures, c'est un adulte, il a le droit de disparaître. C'est une histoire d'homo, puis voilà, c'est tout. Hein. On a monsieur Régis Pic qui est défait, qui est démoli moralement. En plus, il y a eu des moqueries. Ça a été une souffrance qui s'ajoutait encore à la souffrance de la disparition. Pourtant, il y avait un indice crucial qui aurait dû alerter les gendarmes sur le caractère très inquiétant de cette disparition. Qu'une personne disparaisse, on sait que ça arrive souvent. Qu'une personne disparaisse avec son véhicule, sans qu'on retrouve jamais le véhicule. Quand même incompréhensible. L'exemple de Forêt, c'est l'exemple de ce qui aurait pu être fait, qui n'a pas été fait. On aurait pu avoir une diffusion rapide de son véhicule. On sait que son téléphone portable va borner à plusieurs endroits, notamment le soir, dans la région. On aurait pu geler la situation de la borne qui avait été activée pour voir quels avaient été les autres téléphones portables qui étaient au même moment que son téléphone à borner dans la même zone, ce qui ne semble pas avoir été fait. Et le pire, c'est que les enquêteurs avaient sous la main un élément matériel qui aurait peut-être pu permettre d'identifier un tueur. C'est la vidéosurveillance du magasin où le compagnon de Régis est allé faire ses courses. Des images que Régis Pic a pu visionner en menant seul sa propre enquête. On le voit sur les caméras vidéo acheter 2 beefsteaks Charal, une plaquette de beurre et un camembert, je crois. Et puis on le voit ensuite très souriant à la boulangerie où il achète le pain, il discute avec la boulangère comme d'habitude. Et après, plus aucune trace. Seulement voilà, ces vidéos ont été détruites, puisqu'aucune enquête n'avait été ordonnée par un juge. Pourtant, ces images auraient pu constituer un élément de preuve irréfutable, car si on les avait analysées, on aurait peut-être pu y voir l'agresseur d'Éric Forêt. Son compagnon pense aujourd'hui qu'il pourrait s'agir de Nordal Lelandais. Maintenant qu'on sait qu'il y a une piste Lelandais, peut-être que si ça se trouve, sur cette caméra vidéo, on aurait vu, aussi bien au Super U qu'à la boulangerie, Lelandais derrière Eric ou une autre personne. Parce que sur le coup, on a juste regardé si on voyait Eric, mais on n'a pas vraiment fait attention à ce qui était derrière. Et maintenant, on ne peut plus rien voir parce que ces vidéos n'existent plus. Il n'y a rien qui prouve que Nordal Lelandais soit derrière la disparition d'Éric Forêt. Mais ces vidéos
Ces fameuses vidéos, évidemment qu'il aurait fallu les saisir, les scruter, les analyser, à la recherche d'un indice, d'un suspect, d'une trace. Mais ça ne sera pas fait. Pour l'avocat de Régis Pic, ces errements dans l'enquête sont inadmissibles et symptomatiques. C'est là où je dis que de telles enquêtes sont des impostures. Et je le maintiens, on ne peut pas accepter cela dans notre système judiciaire. On ne peut pas l'accepter parce que c'est un être humain que l'on recherche. Ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Et on doit mettre tous les moyens. Des ratés dans les affaires des disparus des Alpes, la justice française en a connu beaucoup. Et il y en a une qui est peut-être la plus emblématique. Arthur Noyer est le 29e disparu sur la liste. Et vous allez voir que dans ce dossier, un certain nombre de négligences a été commis. C'est ici, sur ce rond-point, en plein cœur de Chambéry, que 4 mois avant la mort de Maëlys, Arthur Noyer, un homme de 23 ans, a disparu. Et selon notre enquête, si les gendarmes avaient effectué certaines vérifications, eh bien, il se serait aperçu qu'une voiture s'est arrêtée, qu'il est monté dedans, sans se douter que la mort était au bout du chemin. Arthur Noyer, militaire au 13e bataillon de chasseurs alpins, disparaît à la sortie de cette boîte de nuit, le RDC, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Peu avant 3 heures, Théo, gérant d'un bar tout proche, est le dernier à avoir vu le jeune homme. Visiblement, Arthur cherche alors à rejoindre sa caserne. En fait, sur le chemin, exactement où on est en ce moment, là, sur ce passage piéton, un jeune faisait du stop sur le trottoir d'en face. Il nous interpelle, excusez-moi messieurs, où est-ce que vous allez? Donc on a tout de suite compris qu'il cherchait à rentrer chez lui. Ce jeune avait l'air joyeux dans le sens où il avait fait la fête, mais il était très lucide, très poli, propre sur lui, bien habillé. Il s'est excusé de nous avoir dérangé quand on lui a dit qu'on ne pouvait pas le ramener chez lui. Il a remonté le trottoir et on a perdu sa vue. La disparition du caporal Noyer est signalée le jour même par l'armée. La gendarmerie entame des recherches et établit à l'aide de chiens que la trace du jeune homme s'arrête à 400 mètres de l'endroit où il a parlé au patron du bar, à ce rond-point. Les enquêteurs scrutent alors la vidéosurveillance du quartier et trouvent un indice. Une Audi sombre apparaît sur les enregistrements peu de temps avant la disparition. Elle semble tourner. Elle semble guetter quelque chose. Elle est suspecte, cette voiture, ce soir-là. Elles sont 2900 dans le département de la Savoie. Est-ce que l'enquête est trop importante? Toujours est-il que les gendarmes ne vont pas pousser dans cette direction et ne vont pas chercher, à ce stade, le conducteur de cette voiture. Pendant des mois, ce sera le seul indice. L'enquête piétine. L'armée signale Arthur Noyer comme déserteur. Mais pour ses proches, il s'agit d'une énorme erreur. Ils soutiennent que le jeune homme n'avait aucune raison de disparaître volontairement. Pour les parents d'Arthur Noyer, sa disparition n'a jamais été normale dès le départ. Parce que c'était quelqu'un qui était reconnu par l'armée, qui était un bon militaire, qui ne posait aucun problème. C'était quelqu'un d'adorable, c'était quelqu'un qui était apprécié par tout le monde. C'était jovial, il aimait bien s'amuser. Il était passionné par l'armée, par son métier, très apprécié par ses camarades. Voilà, c'était un gamin de 20 ans qui aimait la vie. Donc le fait qu'il disparaisse comme ça, d'un coup, c'était, par définition et immédiatement, inquiétant pour les parents et très inquiétant. À nouveau, malgré le caractère très inquiétant de cette disparition, la justice va passer à côté de l'enquête. Car dans cette affaire, une recherche simple aurait pu être effectuée si un juge en avait fait la requête. Il s'agit de l'analyse des données du téléphone d'Arthur Noyer. Elle aurait pourtant pu révéler de cruciales informations. En effet,
En étudiant les bornes téléphoniques de la région, les enquêteurs auraient pu constater qu'à 3h01, le militaire se trouvait près du rond-point où il a disparu. 4 minutes plus tard, son téléphone est détecté à 6 km de là. Puis, à 3h11, on le retrouve complètement à l'opposé de sa caserne. Vu la vitesse de déplacement de son téléphone d'une borne à une autre, Arthur Noyer est nécessairement monté dans une voiture. Arthur Noyer a été pris par quelqu'un en stop. Et ça, en tant que tel, ça aurait dû pousser les investigations en direction de la téléphonie, à la recherche de l'autre téléphone, le téléphone du conducteur de la voiture. Si les enquêteurs avaient étudié plus en détail les bornes téléphoniques, ils auraient pu identifier le téléphone du conducteur qui avait pris le caporal en stop. Ainsi, ils auraient pu s'apercevoir qu'un téléphone effectuait exactement le même trajet que celui d'Arthur Noyer. Et qu'au final, les deux portables allaient s'éteindre quasiment en même temps, au même endroit, à 11 km de Chambéry. Une fois le téléphone du conducteur identifié, les enquêteurs auraient pu remonter à son propriétaire, un certain Nordal Lelandais, détenteur d'une Audi A3. Une Audi A3, précisément comme celle aperçue sur la vidéosurveillance la nuit de la disparition d'Arthur Noyer. La justice aurait alors probablement interrogé Nordal Lelandais, cet individu qui, à l'époque, possède déjà un casier judiciaire. Alors, la suite de l'histoire aurait pu être tout autre. Si dès la disparition d'Arthur Noyer, cette enquête avait été poussée correctement, comme elle le sera 6 mois plus tard, Nordal Lelandais aurait pu être placé en garde à vue. De la recherche ADN aurait pu être menée dans sa voiture, dans cette fameuse Audi. Et là, personne n'ose le dire aujourd'hui. Mais vraisemblablement, son chemin n'aurait ensuite jamais croisé celui de la petite Maëlys. Nordal Lelandais reconnaîtra 1 an plus tard avoir enlevé et tué le caporal Noyer. Seulement, après son crime, l'homme est resté libre. 4 mois plus tard, il s'en prendra à la petite Maëlys. Nordal Lelandais a donc de la chance, ce qui lui donne probablement cette assurance hors norme. Une toute-puissance que l'on peut retrouver chez certains tueurs en série. Preuve en est, son attitude lorsqu'il est soupçonné d'avoir fait disparaître la fillette. Au lendemain du mariage, tout le monde est persuadé que Maëlys a été enlevée et que Nordal Lelandais, l'invité de dernière minute, serait l'auteur de sa disparition. 4 jours après, il est placé en garde à vue. Et face aux gendarmes, il se conduit comme certains tueurs aguerris. Maîtrise de lui-même, sang-froid, fin stratège. Pour la première fois, son avocat a accepté de nous raconter les coulisses de sa garde à vue. Vraiment pas banal. Pour cette garde à vue, Nordal Lelandais est assisté de son avocat, maître Bernard Méraud. Assis à ses côtés, il est le premier témoin de l'aplomb de Lelandais et de son incroyable capacité de persuasion. Il raconte par exemple que c'est la petite fille qui est venue à lui et non l'inverse. Il dit « J'étais en bout de table. J'avais mon téléphone à mon côté. En cours de soirée, j'ai manipulé mon téléphone pour voir si j'avais un message. En manipulant mon téléphone, il est apparu le fond d'écran. Sur son fond d'écran, il a ses chiens en photo. C'est une photo de ses chiens. Maëlys est passée juste à ce moment-là. Et elle a vu la photo des chiens. Et elle a dit « Ah, c'est tes chiens » et ils ont échangé quelques mots à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose de fondamentalement absurde? Non. Dès leur première rencontre, l'avocat est convaincu de l'innocence de son client.
lorsque je l'interroge sur sa possible responsabilité, sa réaction et les réponses qu'il me donne me paraissent convaincantes, effectivement, parce qu'il a une réaction qui paraît naturelle, de quelqu'un qui se révolte du fait même qu'on puisse lui poser la question. Pour moi, cette réaction instinctive de dire « on ne peut pas me demander ça et vous ne pouvez pas me soupçonner », cette réaction qu'on peut qualifier de primaire et d'instinctive, elle me paraît sincère. Même lorsque les éléments semblent l'accabler, Nordal Lelandais avance toujours une justification crédible de ce qu'il dit. Comme le nettoyage minutieux de sa voiture, quelques heures après la disparition de la fillette. Je ne suis pas certain que le terme nettoyage soit le bon terme. Moi, je parlerais plutôt de récurage. Objectivement, je n'ai jamais vu un tel lavage de véhicule. C'est une opération de récurage qui va durer 2h20, donc qui est particulièrement longue, particulièrement méticuleuse. On y voit effectivement un individu qui prend beaucoup de soin à récurer certaines parties du véhicule. Un lavage hyper minutieux. 41 minutes simplement pour l'habitacle de la voiture, avec une attention toute particulière au siège passager et aux poignées de porte. Et en plus, c'est un détail qui a toute son importance, le Landais ne jette pas les lingettes nettoyantes dans la poubelle de lavomatique, mais les emporte dans un sac poubelle pour ne laisser aucune trace. Il sait, le Landais, que ces lingettes, pour la plupart, contiennent la trace ADN de la petite Maëlys. On se dit qu'il a peut-être sûrement cherché à faire disparaître des traces et indices utiles à l'enquête le visant. Seulement, à propos du récurage, le Landais fournit une réponse imparable à laquelle personne ne s'attend. Je dois vendre ma voiture dans la semaine. Ce qui est vrai, ça a été vérifié. Je suis méticuleux, je suis soigneux. J'ai l'habitude de transporter mes chiens. Il a de gros chiens. Les chiens, ça laisse des poils, ça laisse des traces. Je nettoie à fond ma voiture pour la vendre tout à fait propre à celui qui me l'achète. Est-ce que c'est une réponse absurde ? Non. Moi, je trouve ces explications plausibles. Et il ne convainc pas que moi. Le Landais ne se démonte jamais. Lorsque les gendarmes lui demandent ensuite pourquoi il s'est absenté de la fête vers 3 h du matin, la réponse semble une fois encore convaincante. Très spontanément, très naturellement, Nordal Lelandais a déclaré qu'il était rentré chez lui se changer parce qu'il avait taché son short avec du vin. Quoi de plus banal lors d'une cérémonie où manifestement il peut y avoir des consommations sans doute excessives de boissons alcoolisées. Voilà. À l'appui des déclarations de Lelandais, il faut quand même voir une chose, c'est qu'il rentre chez lui et il ne change que son short. Il ne change pas ni son haut, ni ses chaussures. Et il dit précisément aux enquêteurs, si je ne veux pas courir le risque qu'on retrouve sur moi une trace qui puisse me mettre en cause, je change l'intégralité de mon vêtement. Le haut, le short, le bas. J'ai pas changé mon haut, j'ai pas changé mes chaussures. C'est une explication qui rend plausible sa réponse. Le sang-froid de Lelandais est impressionnant, au point que les gendarmes le surnomment « réponse à tout ». Ah oui, il était costaud, oui, sans doute. Pour pouvoir supporter aussi longtemps une masse d'interrogations, souvent assez virulentes, tout en continuant à garder une certaine maîtrise, oui, je pense que beaucoup à sa place auraient craqué. Oui, sans doute, on peut dire qu'il était costaud. C'est une certaine maîtrise de lui, oui. Il sait à ce stade que les gendarmes n'ont pas de preuves contre lui. Il raisonne. Il sait que c'est déjà parole contre parole. Il ne dit rien, et ça marche, puisqu'il ressort libre une première fois.
Nordal Lelandais quitte sa garde à vue au bout de 24 heures. Et si la justice le laisse repartir libre, c'est aussi parce que l'homme ne semble franchement pas très dangereux. Je vais montrer comment on fait pour pas payer le péage. Avance, connard! Nordal Lelandais est ce que l'on appelle une petite frappe. Il y a des flics là-bas. À 34 ans, il est fier de poster sur les réseaux sociaux ses vidéos provocatrices. Un petit voyou qui cumule des jobs à droite et à gauche. La drogue fait partie de son quotidien. Il en revend d'ailleurs dans les soirées de la région. Il a un casier judiciaire. Il a été condamné en 2009 pour vol et dégradation. Cependant, ses amis le décrivent comme sympathique, à des années-lumière d'un potentiel tueur en série. Moi, c'est un gars bien simple, un bonhomme comme toi, comme moi, comme vous. Pas mal d'entre nous, on lui a fait confiance et non, jamais on se serait douté de quoi que ce soit. Ou alors il cachait très bien son jeu. L'homme cache bien son jeu grâce notamment à sa passion pour les chiens et à un grand pouvoir de séduction. Et c'est peut-être ce qui a coûté la vie à la 13e disparue des Alpes. Le nom de cette femme ne vous dit probablement rien. Elle s'appelle Lucie Roux. Ce soir, nous allons vous révéler des éléments inédits qui laissent penser que cette jeune femme aurait pu subir les assauts de Nordal Lelandais. En 2012, 5 ans avant le meurtre de Maëlys, Lucie Roux, 43 ans, est soignée à l'hôpital psychiatrique de Bassin pour phobie sociale. Elle s'y rend la journée et le soir, elle rentre chez elle dans cet appartement tout proche. Un après-midi de septembre, elle quitte son domicile, sans papier d'identité, sans téléphone portable. Et elle disparaît comme évaporée. À la fin de l'année 2017, sa sœur, Nathalie, découvre l'affaire Nordal Lelandais. Et tout de suite, elle fait le lien avec la disparition de Lucie, survenue 5 ans plus tôt. Le 20 décembre 2017, je vois dans la presse la disparition du caporal Noyer. En fait, je me rends compte qu'il disparaît à Montmélian. Et là, je comprends que ma sœur, elle a disparu exactement au même endroit. D'autant que Nordal Lelandais vit tout près, à Domessin. Un détail qui inquiète la sœur de Lucie Roux. C'est à côté aussi. C'est en Isère, mais c'est quand même tout à fait proche de la Savoie. C'est là que je me dis, il y a quand même une coïncidence. Je me dis, et si c'était lui? Et si c'était lui, la cause de la disparition de ma sœur? Seulement, la police chargée de l'enquête n'a jamais cru à un enlèvement. Elle a toujours pensé que Lucie Roux s'était suicidée. Une éventualité à laquelle la famille de Lucie Roux n'a jamais voulu se résoudre. Pour moi, Lucie ne s'est pas parce qu'on ne se pas avec les médicaments qu'on leur donne. C'est fait pour justement empêcher les idées noires. Elle faisait du sport, elle faisait du vélo. Elle n'était pas en phase, en fait, au moment de sa disparition. Et surtout, comment expliquer que Lucie Roux se soit alors que son corps n'a jamais été retrouvé? Face à l'absence d'enquête officielle, c'est sa propre mère, Olga, qui va fouiller la vie de sa fille. Et dans ses papiers, elle découvre un détail troublant. J'ai épluché son relevé de compte bancaire. Donc à la fin du mois de septembre, on sait qu'elle a acheté des planches. Comme on le voit sur le fac-similé de cette facture, la veille de sa disparition, Lucie Roux a acheté 1 mètre carré de planches en contreplaqué, coupées en étagères et des vis. Seulement, personne ne sait pourquoi. Sa mère
a tenté de refaire le parcours de sa fille pour mieux comprendre son départ. Comme Lucie prenait souvent le taxi, je vais à la station des taxis à Chambéry avec ma photo et j'interroge tous les chauffeurs de taxi et il y en a un qui me dit « Eh bien oui, je la reconnais, je l'ai emmenée acheter des planches à la boîte à outils. Quel bonheur de retrouver le chauffeur de taxi. » Il m'explique qu'il a emmené Lucie. Il la dépose. Elle reste très longtemps à la boîte à outils. Il s'impatiente, il rentre et lui dit « Voulez-vous revenir avec moi ou je pars seule ?» Il dit « Attendez, j'achète des planches. » Elle les achète, il la remonte. Et elle s'est fait déposer 1 kilomètre au-dessus de chez elle, avec ses planches, ouais. Pourquoi Lucie Roux s'est-elle rendue dans cet endroit perdu avec des planches? Avait-elle un rendez-vous? Personne ne le sait. En tout cas, elle est rentrée à son appartement sans ses planches. Et le plus étrange, c'est que le lendemain de cet énigmatique achat, Lucie Roux disparaît. L'affaire a été classée sans suite au bout d'1 an. Et ce qui est troublant, c'est que de nombreuses personnes de son entourage proche n'ont jamais été interrogées par les policiers. Or, lors de notre enquête, nous avons pu prendre connaissance d'un témoignage exclusif. Une femme, hospitalisée en même temps que Lucie Roux, affirme que la disparue connaissait Nordal Lelandais. Et pour cause, l'homme a été soigné à la même période que Lucie Roux, au sein du même établissement, pour dépression. J'ai reçu l'appel téléphonique d'une personne qui fréquentait l'hôpital de Bassin, qui connaissait parfaitement Nordal Lelandais, qui connaissait parfaitement Lucie Roux, et qui avait pour habitude de manger avec sur sa droite Nordal Lelandais et sur sa gauche Lucie Roux, ce qui permet de faire un lien direct, clair et incontestable. Jusque-là, tout le monde pense, avec certitude, que Lucie Roux s'est... Mais savoir qu'elle a fréquenté Nordal Lelandais, qu'elle a déjeuné avec lui, qu'il lui tournait autour, c'est crucial, ça prend tout un autre sens. C'était une proie facile, Lucie Roux. Elle était jolie fille, elle prenait soin d'elle, se coiffait, se maquillait. Donc oui, elle a très bien pu se faire amie avec Nordal Lelandais. Si c'est un prédateur, un manipulateur, je pense que oui, c'était plausible. Hein. Ma sœur n'ait pas vu le danger. C'est possible. Nous avons recueilli un second témoignage qui pourrait renforcer les craintes de la sœur de Lucie Roux. Celui d'une femme qui, au moment où nous la contactons, n'a pas encore été interrogée par les enquêteurs. Elle était la colocataire de Lucie Roux, avec qui elle a vécu 3 ans dans le même appartement. Comme Lucie, elle était hospitalisée la journée à l'hôpital de Bassin. Elle va nous faire une révélation de taille. Elle-même a été approchée par Nordal Lelandais, comme Lucie Roux aurait pu l'être. Oui, allô? Allô, Sophie? Ouais. Bonjour, Jérôme Pierrat. Je travaille sur l'affaire Lucie Roux. Oui, bonjour. Oui, vous êtes la dernière personne à l'avoir vue. Je voulais savoir si vous l'aviez trouvée soucieuse, inquiète. Non, elle n'est pas l'idée noire, tout ça. Quand elle est partie, moi, elle m'a dit, je vais faire un tour, je reviens pour manger. Puis j'ai attendu, je voyais pas qu'elle revenait. Bon, je me suis dit, elle est peut-être partie, elle reviendra plus tard. Et le lendemain, quand on s'y avait dit, on m'a dit, mais on n'a pas dû rentrer, c'est bizarre. Et on l'a jamais revu, quoi. La version de la colocataire remet en cause la thèse du et relance celle de la mauvaise rencontre. Est-ce que ça vous paraît plausible qu'elle ait croisé Nordal Lelandais à l'hôpital de Bassins? Ah bah là, les preuves sont faciles. Un quelqu'un qui est fragile, qui est à moitié endormi, tellement il nous shoot. Lui, il passe, il dit viens, on va boire un verre, et puis en fait, il nous emmène on sait pas où. Hein. Donc, ça serait pas étonnant. Pour moi, Bassins, c'est vraiment la zone de chasse facile, quoi. Les proies faciles sont là-bas. Hein. Et vous l'aviez déjà rencontré, Nordal Lelandais? Je revois sa tête en photo quand il passait aux infos. Et c'est avec lui que je suis montée en voiture, mais il y a très longtemps. Hein. Mais il attendait quoi de vous, Nordal Lelandais?
il faisait du sexe, ça c'est sûr. À l'époque, j'étais vachement vulnérable. Il est reparti en voiture et moi j'ai gardé son papier, mais c'était lui, quoi. Pour cette jeune femme qui a croisé la route de Nordal-le-Landais, son amie Lucie aurait très bien pu vivre la même mésaventure. Sauf que pour Lucie Roux, les choses auraient pu mal tourner. À l'époque, vous étiez fragile, bon, Lucie aussi. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu céder à ses avances à Nordal-le-Landais? À mon avis, elle aurait été capable de monter avec lui et que, voilà, il l'aurait emmené et après, bah voilà. Surtout s'il mangeait avec elle en plus, donc il y a tous les signes qu'il ait pu essayer de l'amadouer et puis qu'il l'a embarqué. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait enlevé. Pour la famille de Lucie Roux, l'irruption de Nordal-le-Landais dans l'actualité permettra peut-être enfin de découvrir ce qu'il s'est passé. Tout remonte là, tout remonte. Et on se dit, on va peut-être enfin savoir. On va peut-être la retrouver. Et là, je me dis, ben, il faut qu'il parle. Oh ben oui, s'il pouvait parler, oui, évidemment, comme pour Maïs. Bien sûr. C'est à tel endroit. Bien sûr, oh là là. Bien sûr qu'on voudrait qu'il parle. Ce serait fini, oui, ce serait une fin. On n'en parlerait plus, c'est terrible. Mais au moins qu'il parle, oui, bien sûr, c'est lui qui parle. Une jeune femme, fragile, un militaire, une enfant, notre enquête sur les disparus des Alpes se poursuit. Car en auscultant deux autres dossiers, un point commun saute aux yeux. En 2011 et 2012, Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou, respectivement âgés de 22 et 45 ans, disparaissent. Lors d'un festival de musique, celui du fort de Tamier. 2 disparitions à 1 an d'intervalle sur un même lieu, voilà qui n'est pas banal. Et pourtant, la justice ne va pas ouvrir d'enquête. On a quand même quelque chose qui est complètement anormal, où sur le même festival, dans les mêmes conditions, 2 jeunes avec un profil proche l'un de l'autre disparaissent dans des conditions similaires. Donc autant une première fois, limite on peut le comprendre, la deuxième fois, on se dit pourquoi il n'y a pas eu de rapprochement immédiat et pourquoi on n'a pas repris les 2 affaires en parallèle. Étrange en effet. D'autant que nous avons découvert d'autres éléments troublants. Tout comme Lucie Roux et sa colocataire, Ahmed Amadou aurait lui aussi fréquenté l'hôpital de Bassin, précisément où Nordal-le-Landais semble avoir sévi. Et ce n'est pas tout. Les 2 hommes n'étaient pas des inconnus l'un pour l'autre. Ils se connaissaient de toute façon, c'est une certitude. Ils se connaissaient déjà de vue dans leur enfance, à l'école et dans leur enfance. C'est des familles qui étaient dans des villages voisins, qui pouvaient se croiser. Alors, Nordal-le-Landais pourrait-il être mêlé aux disparitions de Ahmed Amadou et Jean-Christophe Morin? Rien n'interdit de le penser. Surtout qu'ils ne sont pas les 2 seuls à avoir disparu à proximité d'un festival de musique. Souvenez-vous, Georgette Bonnet, la retraitée qui était venue se promener seule au pied d'une station de ski. Cette femme de 79 ans s'est volatilisée près de la commune de la Chapelle-du-Bar le 9 septembre 2016, au bout d'une route départementale, la D109. Une disparition, là encore, incompréhensible. Georgette Bonnet a disparu sur ce parking. On a juste retrouvé sa voiture. Elle a été inspectée. Aucune trace d'effraction. Pas de trace de sang. Rien. Rien qui puisse expliquer ce qui a pu arriver à Georgette. Tout se passe comme si elle s'était évaporée comme une bulle de savon.
en une fraction de seconde. Et comme Georgette a peu de famille, personne ne s'inquiète de sa disparition. Il faudra attendre une quinzaine de jours avant que les gendarmes soient alertés. Mais depuis 2016, l'enquête n'a rien donné. Pourtant, il y a une personne qui a de nouvelles informations. C'est le maire de la commune, Michel Bellin-Croyat. Ancien colonel de gendarmerie, il affirme que cette disparition n'est pas due à un accident en montagne. Quand on voit la nature ici, on est en pleine montagne. Est-ce que Georgette Bonheur n'ait pas tout simplement pu avoir un accident? Alors, il y a eu des recherches. Il y a eu plusieurs types de recherches. Les gendarmes ont été prévenus ici initialement. Il y a une patrouille qui s'est portée sur place. Quelques jours après, il y a un peloton de gendarmerie de haute montagne qui est intervenu. Et il y a même un chien de recherche de cadavres. Aucun résultat. Par ailleurs, c'est une zone de chasse. Les chasseurs sont venus par 2 fois et ils n'ont trouvé personne. Le maire de la commune en est persuadé. Georgette Bonnet a été victime d'un tueur. Et ce tueur pourrait bien s'appeler Nordal Lelandais. Le maire va nous révéler un élément inquiétant qui n'a jamais été rendu public. Lorsque Georgette Bonnet disparaît, est-ce que c'est aussi calme qu'aujourd'hui? Est-ce que le coin est aussi désert? J'avais pris un arrêté autorisant la tenue d'un festival de reggae qui avait duré sur une quinzaine de jours. Environ 5 jours d'installation, à la fin 5 jours de désinstallation, et au milieu, il y avait le festival lui-même. Et cette dame a disparu les derniers jours de la désinstallation, aux alentours du 9 ou 10 septembre. Donc il y avait encore du monde dans le coin? Il y avait encore du monde dans le coin, qui désinstallait les matériels, qui nettoyait le secteur, mais il y avait aussi surtout un personnage, pour le citer, c'est Nordal Lelandais, qui avait l'habitude de venir dans ce type de réunion parce qu'il aimait cette musique et ensuite aussi parce qu'il avait moyen de vendre la drogue, puisqu'il était réputé pour vendre de la drogue lors de rassemblements, notamment de jeunes. Donc je pense qu'elle a pu faire une très mauvaise rencontre. En septembre 2016, Georgette Bonnet et Nordal Lelandais auraient donc pu se trouver au même endroit lorsque la retraitée a disparu. L'homme l'a-t-il agressé et fait disparaître? Pour le maire, cela serait probable. Mais pour la justice, les preuves manquent encore cruellement. D'autant que Nordal Lelandais n'avoue ses crimes que lorsqu'il est confronté à une preuve irréfutable, comme cela va être le cas dans l'affaire Maëlys. Alors que Lelandais a été placé en détention provisoire, c'est la ténacité d'un gendarme qui va faire basculer l'enquête sur la mort de la petite fille. Il va décortiquer scrupuleusement la vidéosurveillance qui a capté Lelandais en train de nettoyer sa voiture. Et là, il se rend compte que l'homme a passé énormément de temps à récurer son coffre. Le laboratoire de la gendarmerie va alors le désosser complètement pour le passer au crible. Et malgré le lavage minutieux de plus de 2 heures effectué par Nordal Lelandais, les experts détectent une micro-trace de sang. Cette micro-trace de sang accable Nordal Lelandais. Car, après analyse, il s'avère qu'il s'agit du sang de Maëlys. Pourquoi elle est déterminante, cette trace de sang? Elle se trouve dans le véhicule, dans le coffre de Nordal Lelandais, premier point. Elle match avec l'ADN de l'enfant victime. Elle est cachée sous un carter en plastique. Et donc, ça caractérise plusieurs choses. Ça caractérise, que l'enfant Maëlys a été blessée dans le véhicule, qu'elle saignait dans le véhicule et qu'elle a été transportée dans ce même véhicule. Acculé par cette preuve, Nordal Lelandais passe aux aveux le 14 février 2018. Et ce que tout le monde redoutait devient réalité. L'intrus du mariage reconnaît avoir enlevé, puis tué Maëlys, même s'il affirme
que c'était un accident. Confondu par une goutte de sang, le meurtrier de la petite fille va pourtant continuer à mener les enquêteurs en bateau jusqu'au bout. Quelques heures plus tard, Nordal Lelandais, assisté de son avocat, accepte de mener les juges et le procureur jusqu'au corps de la fillette. Il aurait déposé l'enfant dans la montagne, non loin de chez lui. Mais ce jour-là, Lelandais tente de rester maître de la situation. Une nouvelle épreuve cauchemardesque pour les parents de Maëlys. Lors de cette journée du 14 février, vous avez les enquêteurs au téléphone? Oui, j'étais en ligne avec un des enquêteurs. Il me dit, je sais pas s'il nous fait pas tourner en rond pour rien. Là, Je sais pas si on va la retrouver. J'ai l'impression qu'il nous fait perdre notre temps. Vous sentez que Lelandais les manipule, je sais pas, ils vous le disent? Oui, oui, complètement. Ils nous disent, on a l'impression qu'il veut pas nous dire exactement où il l'aurait laissé. Et puis, c'était 5 heures, là. Puis j'ai perdu l'espoir. Il me dit, bah non, il est en train de mener en bateau tous les enquêteurs. Puis j'étais là, mais comment on peut être comme ça? À quel point c'est de la haine? Il éprouve que de la haine envers nous. Comment il peut être comme ça, je veux dire? C'est incroyable. Alors que les gendarmes lui demandent de les amener à l'endroit où il a déposé le corps de Maëlys, il va les balader et les amener à un endroit situé à l'opposé. Comme s'il ne s'en souvenait pas. Or, difficile de croire qu'il a perdu la mémoire, parce que l'endroit où il a laissé le corps est très facilement identifiable. C'est ici, à l'aplomb de ces 3 pylônes électriques, qu'on l'a retrouvé. Un endroit visible dans toute la région, un repère que tout le monde connaît ici. Au terme d'une journée de recherche, Lelandais désigne enfin un endroit précis. Lelandais indique un endroit qui est recouvert de neige. Des chiens spécialisés dans la recherche des restes humains arrivent et découvrent presque immédiatement le crâne de l'enfant. Les gendarmes déblaient la neige et trouvent le corps et les vêtements, les chaussures de Maëlys. Nordal Lelandais tombe à genoux, le sol est enneigé, il se met à pleurer, au tel point que des magistrats nous ont dit avoir été gênés par cette scène. Comme si Nordal Lelandais jouait un peu la comédie. Mais quelle comédie? Comme si au fond il était déjà en train de plaider, de regretter un accident malheureux. Comme si Nordal Lelandais était déjà à la barre d'un tribunal. Quelques minutes à peine après la découverte de la dépouille de l'enfant, le procureur de la République s'adresse à la presse. Il est particulièrement ému. Mes premiers mots ce soir seront pour les parents de Maëlys. C'est assez terrible parce que nous avons cet enfant que tout le monde connaît par les images que la famille nous a données, qui est une enfant rieuse, qui est une jeune enfant, qui est belle. Et on se retrouve avec un squelette. Donc ça, pour tout le monde, c'est toujours des moments qui sont extrêmement compliqués. J'ai connu ça dans d'autres dossiers. Mais quand il s'agit d'enfants, c'est toujours plus difficile. Jusqu'à présent, ils étaient dans la pire des situations, dans l'ignorance de ce qu'était devenu leur enfant. Et ce soir, ils ne sont plus dans l'ignorance, mais ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée, et il y a quelques minutes, nous venons de leur apprendre que nous avons découvert les restes de l'enfant. L'émotion est palpable. Moi-même, j'étais ému, mais tout le monde l'était. Et d'ailleurs, il n'y a pas de question. Les journalistes sont sidérés. Et j'ai même vu 2 journalistes qui pleuraient dans la salle.
Cette macabre découverte fige la France dans l'horreur. Et 4 mois plus tard, les obsèques de Maëlys permettent enfin le recueillement. Maëlys, 9 mois que nos vies sont brisées, que tu nous as quittés brutalement, arrachés à la vie à l'aube de tes 9 ans. Enfin, en ce jour, je suis près de toi. J'ai partagé 9 années de bonheur avec toi, Maëlys. Tu étais si belle. Ton regard était profond, rempli d'amour et malicieux. Mon poussin, tu aimais bien que je t'appelle comme ça. Ton absence laisse un grand vide en moi. À chaque fois que je regarde le ciel, je sais que là-haut, une étoile veille sur nous. Repose en paix, mon ange. Aujourd'hui, les parents de Maëlys veulent connaître toute la vérité. Car il reste encore des interrogations sur le déroulé de la terrible nuit qui a coûté la vie à la petite fille. Nous avons reconstitué ce qu'il se serait passé après l'enlèvement. Notre terrible hypothèse rejoint, vous allez le voir, les craintes des parents de l'enfant. Lorsque Nordal Lelandais quitte la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, il est 2h46 à son portable. Il le met alors en mode avion, sans doute pour éviter d'être repéré. Et il va prendre sa voiture. Nordal Lelandais s'installe au volant. Il va alors disparaître pendant 39 minutes. Que s'est-il passé pendant ce laps de temps? 39 minutes, c'est très court pour tuer, sachant qu'il dit avoir effectué tout un périple. Je vous propose de refaire ce parcours et vous allez voir que ce que l'on peut déduire de cette reconstitution est glaçant. Nordal Lelandais traverse la ville de Pont-de-Beauvoisin. À 2h47, 1 minute après avoir éteint son portable, alors qu'il imagine avoir pensé à tout, il est filmé par cette caméra de vidéosurveillance avec Maëlys à ses côtés. C'est cette image qui le perdra. Nordal Lelandais continue sa route. Et là, il s'est probablement dit qu'ici, effectivement, il n'y aurait aucun témoin. Là, il racontera que Maëlys a demandé à rentrer, qu'elle s'est mise à pleurer, à crier. L'a-t-il... Lui se contentera de dire qu'il lui a asséné 4 ou 5 coups très violents. Maëlys est mourante, peut-être déjà morte. Que fait alors Nordal Lelandais? Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas le temps de déposer le corps dans la montagne, au pied des 3 pylônes, là où il sera retrouvé. Alors il n'y a pas 36 solutions. Soit il le laisse ici, aux alentours, prenant le risque qu'il soit découvert. Ça veut dire aussi qu'il doit revenir le chercher, ça va lui prendre du temps. Soit il le place dans le coffre de la voiture. Ce qui est probable, souvenez-vous, les gendarmes vont y découvrir une micro-trace de sang de Maëlys. Nordal Lelandais repart. Il se rend chez ses parents où il habite. C'est là-bas, un peu plus loin dans le lotissement. Là, il va se changer à cause d'une tache de vin, dira-t-il. Mais on peut aussi imaginer qu'il s'agissait d'une tache de sang. Il va rester quelques minutes chez lui, puis va repartir, direction le mariage. Nordal Lelandais emprunte la même route, celle avec la caméra, et il est de nouveau filmé. Mais cette fois, Maëlys n'est plus à ses côtés. Lorsque Nordal Lelandais revient au mariage, il est 3h25. Il rallume alors son portable. À ce moment-là, tout le monde cherche la petite fille. Et ce qui fait sans doute le plus froid dans le dos, c'est que personne n'imagine qu'elle est peut-être dans le coffre de sa voiture. Dans cette hypothèse, on comprend mieux pourquoi Nordal Lelandais n'aurait pas participé aux recherches de l'enfant.
Et pourquoi il s'est si vite éclipsé, prétextant qu'il était malade? Il ne voulait sans doute pas courir le risque que les gendarmes lui demandent d'ouvrir son coffre. On a reconstitué son parcours, Oui. selon ses dires, selon ce qu'il a raconté. Et parmi les hypothèses qu'on peut retenir, c'est qu'il soit revenu au mariage avec votre fille dans la voiture. Oui. Est-ce que ça vous paraît plausible? Oui, bah oui, elle aurait pu être dans le coffre. C'est pour ça qu'il s'en va, c'est possible. Ça m'a bouleversée de savoir que ça se trouve, elle était juste à côté de nous et puis qu'on n'a pas pu la sauver, quoi. Il est parti, après, il s'est sauvé, lui. Il a sauvé, lui, sa peau, mais on n'a pas pu sauver notre fille. Ouais. Imagine les pires sévices qu'il a pu lui faire, oui. Il a laissé Maëlys... D'après son laissé... témoignage, il aurait laissé amène le sol comme ça. Il l'a posé comme un déchet dans la nature. Il l'a abandonné toute seule au milieu de nulle part, quoi. Oui, un endroit où il n'y a pas de passage, il n'y a pas de chasseurs, il n'y a pas de promeneurs. Non, puis c'était quand même un peu caché, en retrait. Il fallait quand même, pour la retrouver, je sais pas si on l'aurait retrouvée un jour. Là où elle était. Vous pensez que c'est un calcul aussi de sa part, de laisser votre fille comme ça C'était volontaire. Il a mis 6 mois quand même à enfin avouer où elle était. Et c'était volontaire de sa part pour effacer les traces. On retrouve le moins de preuves possibles pour le contre lui, pour qu'on sache de quoi est-elle réellement décédée, ce qu'elle a subi. Et son corps était tellement dégradé que maintenant c'est difficile pour les scientifiques de trouver des réponses à nos questions, savoir ce qui lui est réellement arrivé. Sur sa version des faits, lui, il parle d'un accident, d'une pulsion violente. Lors de ses aveux, il dit elle s'est mise à crier, je l'ai frappée, et puis... Il a eu tellement de versions qu'on ne sait plus après. Je vous avoue que... On ne croit plus à tout ce qu'il dit. On ne sait plus... Il dit tellement, je pense qu'il... Encore aujourd'hui, on ne sait pas de quoi est morte Maëlys. Non, on ne sait pas qu'est-ce qui a causé son décès, et puis... Ouais. Je ne sais pas si on saura un jour. Il manipule tout le monde, c'est un menteur, depuis le début. Il essaie toujours de minimiser ses actes. Et on dit minimum, pour essayer de... Pour être le moins condamné possible. Pour avoir le minimum de condamnation. Donc il garde défense. cette ligne de mire pour cette attitude de défense. Il n'assume pas ses actes. Non. C'était un monstre. C'est tout. Un monstre, pour la maman de Maëlys, qui pourrait sévir depuis plusieurs années. Comme va le confirmer un témoin qui parle pour la première fois. Une femme qui a croisé la route de Nordal-le-Landais et qui lui a échappé de justesse. Nous l'appellerons Monique. Elle n'a jamais voulu témoigner devant un enquêteur. Pourtant, ce qu'elle a à dire est accablant pour Nordal-le-Landais. Car cela accrédite la thèse d'un prédateur qui rôde dans la région des Alpes depuis des années. Les faits se sont déroulés en Isère, près d'un lieu que le Landais fréquentait souvent pour rendre visite à des amis. C'était en juillet 2014, 3 ans avant la mort de Maëlys. C'était un dimanche vers 10h du matin. Je cherchais mon journal et mon pain. Je garde ma voiture sur le parking et arrivé devant la supérette, il y avait un monsieur qui était debout. Une bouille ronde, trapue, pas très grand. Ça, je m'en souviens. Là, il me dit « Bonjour madame ». Je réponds, je suis poli, bonjour. Et il me dit « Vous savez que vous êtes une belle femme ?» Je lui dis bah, « C'est gentil de me dire ça. » Je dis « Même si c'est pas vrai, puis voilà. » Ensuite, Monique entre dans la supérette sans prêter attention à cet homme. Après, je rentre dans le magasin, moi, et lui, j'ai pas vu qu'il était rentré derrière moi. Et quand je suis ressorti, je le vois bien, il était vers les yeux à gratter, je me suis retourné pour partir, et je l'ai vu là debout, il tournait le dos à tout le monde. Et puis je ressors, et là, il était derrière moi. L'homme a une attitude étrange. Il n'a rien acheté dans le magasin. Monique se rend alors à la boulangerie. Là,
elle s'aperçoit que l'homme la suit toujours. Et une fois encore, il l'attend. Dès qu'elle ressort, l'homme engage à nouveau la conversation avec elle. Et là, il a enchaîné, je fais l'élevage de chiens. Je lui dis, ah bon, vous êtes chasseur? Il me dit, oh, sûrement pas, moi je fais pas de mal aux bêtes. Écoutez. Puis là, il rattaque. Vous êtes le genre de femme qui me plaît. Ah, je lui dis, mais vous êtes un gigolo? Et là, ça l'a vexé. Puis là, il a été agressif. Là, il m'a fait peur, j'ai eu peur, très peur. Monique écourte la conversation, car cet homme l'inquiète. Elle se dirige vers sa voiture pour rentrer au plus vite. Mais il la suit toujours, et là tout bascule. Là, j'ai commencé à ouvrir ma portière, et là, il m'a dit, venez voir mes chiens, ils sont là-bas dans ma voiture. Je me suis pas retourné, bien sûr. Je lui ai dit, non, j'ai pas le temps. Hein. Une fois dans ma voiture, j'ai tremblé, oui. Oui, j'ai tremblé. J'avais peur. J'ai dit, ce bonhomme, il voulait quelque chose. Effrayée par cette rencontre, Monique choisit de prendre ses précautions. Et pour rentrer chez elle, elle brouille les pistes en empruntant un chemin opposé. Et là, dans ma tête, je me suis dit, s'il me suit, s'il y a une voiture qui me suit, je file à la gendarmerie. Parce que je pensais que c'était un prédateur et j'étais sa proie. Une fois chez elle, Monique relate immédiatement à son fils cette rencontre inquiétante. Et aujourd'hui, ce souvenir ressurgit avec la découverte de l'affaire Maëlys et les photos de Nordal Lelandais qui ont été publiées. Une photo qui a paru qu'il était assis sur ses chiens. J'ai dit à mon fils, je lui ai dit, tu sais, il a la même carrure que le bonhomme qui m'a accosté. Je vous avoue, franchement, j'ai eu peur. Parce que jamais on m'a accosté comme ça et jamais on m'a suivi. Parce qu'il me suivait. Devant nous, Monique poursuit. Nordal Lelandais lui aurait dit une phrase proche de celle qu'il a utilisée pour attirer Maëlys dans ses filets. Moi, ça m'a fait peur, c'est quand après j'ai vu la petite. Hein. Parce que tout de suite, quand elle venait voir mes chiens, j'ai dit, t'as vu, tiens, même les mêmes propos qu'il m'a dit. Cette façon d'approcher Monique, comme Nordal Lelandais l'aurait fait, est caractéristique du prédateur lorsqu'il chasse pour cerner sa proie. Le Landais aborde cette femme tout en séduction, puis il la serre de plus près, l'oppresse. On voit bien qu'en quelques minutes, il est capable de jouer sur plusieurs registres. Monique résiste, ce que ne saura pas faire la petite Maëlys. On voit bien que le Landais n'a pas un profil type de victime, qu'il en a plusieurs. Le prédateur, c'est quelqu'un, à mon avis, qui est quelque part impulsif. Je pense qu'au moment où il quitte son domicile, il n'a pas forcément envie de tuer. Mais c'est peut-être l'occasion de se trouver dans une fête, l'occasion de croiser le chemin d'une jeune fille un peu perdue. C'est peut-être là que ça se passe. Et clac, l'impulsion peut se révéler, l'impulsion meurtrière peut se révéler. Si pendant plusieurs années, la justice n'a jamais pris au sérieux toutes ces disparitions, aujourd'hui les enquêteurs voient ces dossiers sous un autre jour. Comme c'est le cas pour Éric Forêt, disparu alors qu'il faisait ses courses. Ou encore Lucie Roux, la patiente de l'hôpital de Bassin qui s'est volatilisée. Ou bien Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou, introuvables depuis qu'ils se sont rendus à un festival de musique électronique. Le 13 novembre dernier, nous avons rencontré les deux sœurs d'Ahmed Amadou, après qu'elles ont été reçues par la juge d'instruction. Aujourd'hui, c'est la première fois que vous êtes reçue par un juge. Oui, et du coup, là, on a eu de bonnes nouvelles. Alors apparemment, bon, les choses avancent. Hein, ils sont en train de faire une enquête, donc ça nous rassure.
Au départ, nous, on était complètement dans les oubliettes. Hein. C'est grâce à l'histoire de Maëlys qui a fait que, voilà, aujourd'hui, on est quand même content parce que ça bouge. Aujourd'hui, la justice fait son mea culpa. Elle reconnaît qu'elle classe souvent trop rapidement les affaires de disparition inexpliquées. Je pense que vous avez raison sur 2 points. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses que nous devons faire. Mieux, c'est que lorsque des disparitions nous sont signalées, je pense qu'il faut faire des enquêtes plus complètes. Bien sûr, la première idée, c'est très souvent, il est parti, il a rejoint sa maîtresse, son amant, il a refait sa vie, il en avait marre de la vie quotidienne, il est parti sous les tropiques. Ou alors, quand on a une personne dépressive, il s'est... Bon, ok. Quand on ne trouve pas le corps, ça devient un peu plus compliqué. Mais très souvent, il n'y a pas d'enquête, parce qu'on estime que la disparition n'est pas inquiétante. Et ça, c'est un point sur lequel nous devons progresser. Si on la retrouve et qu'elle ne veut pas dire où elle est, très bien, dont acte. On ne le dira pas, mais on pourra dire à sa famille, on a retrouvé la personne, mais elle ne veut pas dire où elle est, point final. Donc je crois que nous devons, nous, autorités judiciaires, être plus sensibles à ça. Moi, cette affaire et la détresse de ces familles que j'ai reçues m'y a sensibilisé. Donc nous devons faire davantage. On ne peut pas se permettre de faire des enquêtes sur des vols ou des consommateurs ou des petits dealers de hashish et ne pas faire d'enquête sur des disparitions de personnes. Pendant 10 ans, les enquêteurs n'ont pas envisagé l'existence d'un tueur en série pour expliquer comment une trentaine de personnes a pu disparaître mystérieusement dans les Alpes. Et cela pour une raison simple. En France, contrairement aux États-Unis, la justice n'a pas la culture du tueur en série. Nous devons, quand nous avons des disparitions, si nous avons des profils relativement proches et des zones géographiques déterminées, imaginer plus souvent l'hypothèse d'un tueur en série. Ça n'existe pas que dans les séries américaines. Nous en avons eu en France, nous en aurons encore. Donc je crois que là-dessus aussi, nous avons des progrès à faire. Depuis plusieurs mois, les enquêteurs ont mis les bouchées doubles. Une cellule spéciale a été créée pour réétudier bon nombre de disparitions, à la recherche de preuves qui impliqueraient Nordal Lelandais. Les familles des disparus placent d'énormes espoirs dans ces nouvelles investigations.